bienvenue à cette première conférence midi de l'Oregon de l'année 2014. C'est pas la première, c'est je pense la 5e ou 6e de la série. Nous sommes très heureux et heureuses de vous recevoir. D'ailleurs, cet auditoire au plus haut taux de masculinité que nous avons eu jusqu'à présent. Alors, nous en sommes fiers. Merci, messieurs, de remonter nos statistiques. L'Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes est un observatoire très actif depuis 10 ans à l'UQO, qui essaie toujours de faire le lien entre des sujets qui sont étudiés ici, en particulier à l'Université du Québec en Outaouais, pas uniquement bien entendu, et finalement des grands enjeux sociaux. Donc, nous avons inauguré cette série de conférences midi que vous retrouverez par la suite sous forme de vidéo sur le site de l'Oregon, c'est-à-dire www.oregon.ca. Alors, sans plus tarder, je vous présente Louise Boivin, qui est professeure au département des relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Elle enseigne et ses recherches s'inscrivent également dans le champ des relations de travail et du syndicalisme. Elle est affiliée au REQEF, au regroupement des études féministes du Québec, aussi au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT, C-R-I-M-T, et elle est également membre de l'Oregon. Elle nous présentera, pour sa présentation, pendant une vingtaine de minutes et par la suite nous ouvrirons aux questions de la salle et au débat bien entendu. Alors le titre de sa présentation, comme vous le savez sans aucun doute, c'est le suivant: sous-traitance et précarisation dans les services d'aide à domicile. Voilà. Merci beaucoup à l'Oregon, merci à celles qui ont organisé, celles qui filment l'événement. Merci de vous être déplacés ou d'assister à la conférence par Internet. Je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai pris ce sujet-là comme sujet de recherche pour ma thèse de doctorat. La sous-traitance et la précarisation dans les services d'aide à domicile au Québec. Je me suis centrée sur le Québec. J'entends les services d'aide à domicile comme des services auprès des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap. Je reviendrai en détail tout à l'heure. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les mécanismes de la précarisation, du processus de précarisation, de mise en précarité, et aussi les mécanismes, les pratiques de résistance à la précarisation, impliquant des précaires, des travailleurs, des travailleuses précaires. Parce que le phénomène de la précarité du travail est un phénomène qui est en expansion. Et quand je parle de précarité, je ne parle pas seulement d'emploi atypique, à temps partiel, oui, travail autonome, travail sur appel, mais aussi du travail à temps plein qui peut être très précaire parce qu'il y a une insécurité d'emploi, des faibles revenus, des conditions de travail difficiles, peu de protection sociale. Donc, le phénomène de la précarité en emploi est un phénomène en expansion et qui vient à être banalisé. On se résigne comme à cette précarisation. Et donc, je trouve important d'essayer de comprendre les mécanismes. Et pourquoi dans le secteur de l'aide à domicile en particulier? J'aurais pu étudier plusieurs autres secteurs. Donc, ce secteur-là, il me semblait intéressant. C'est sûr que ce n'est pas un secteur traditionnel qui est étudié en relations industrielles et en relation du travail. On étudie beaucoup le secteur automobile, par exemple, un secteur qui a prédominance masculine. Là, on s'ouvre vers d'autres secteurs, mais le secteur de l'aide à domicile, c'est sûr que ce n'est pas vu comme un secteur hyper intéressant dans le domaine des études des relations industrielles, alors qu'il me semble que c'est un secteur particulièrement intéressant pour étudier les transformations de l'organisation de la production et du travail et les processus de précarisation, parce que c'est un secteur où l'État a opéré plusieurs réorganisations depuis qu'il a été mis en place, depuis que les services publics ont été mis en place. Et puis ça continue avec la politique actuelle qui est débattue. La prochaine réorganisation, celle présentée dans le cadre du livre blanc sur la création de l'assurance autonomie. Donc,
Voilà pourquoi je me suis intéressée à ce secteur-là. Et c'est un secteur où aussi on retrouve en particulier certaines catégories de main-d'œuvre précarisées, les femmes et des personnes racisées, personnes immigrantes. Donc, ça me permet d'étudier les processus, l'interaction de différents processus, ce qui me semblait intéressant pour étudier les transformations du travail en relations industrielles. Donc, deux précisions avant de commencer, puis de vous présenter les résultats de la recherche. D'abord, au sujet du type de service d'aide à domicile que j'ai étudié, du type de service que j'ai étudié, et puis un autre par rapport au réseau de sous-traitance que j'ai étudié. Et ensuite, je vous présenterai les résultats puis une conclusion. Puis si vous avez des questions sur mes sources de données, la méthode de recherche, bien, vous pourrez me faire présenter les questions à la fin. Donc, les précisions importantes pour comprendre le contexte de ma recherche. Je traitais des conditions de travail des travailleuses employées par des sous-traitants, ce que j'appelle des sous-traitants, donc différentes formes de sous-traitance, et qui dispensent des services d'aide à domicile comprenant non seulement de l'entretien ménager, du ménage, mais aussi des services d'assistance personnelle, c'est-à-dire des soins d'hygiène, des bains, il y a des déplacements des personnes, par exemple, de leur lit à leur fauteuil roulant. Donc, c'est des tâches qui sont complexes. Je ne dis pas que c'est facile de faire du ménage chez une personne isolée ou qui fait de l'Alzheimer, c'est pas ça, mais c'est pour dire que les tâches d'assistance personnelle comportent une complexité spécifique et aussi elles sont dispensées, ces tâches, dans le secteur public et par les sous-traitants. Le ménage, l'entretien ménager est fait exclusivement par des sous-traitants. Mais donc, pour l'assistance personnelle, on peut comparer les conditions de travail. Donc, c'est pour ça que je tenais à m'intéresser à des employés de sous-traitants qui dispensent de l'assistance personnelle. Donc, deuxièmement, les réseaux de sous-traitance que j'ai étudiés, quand je parle de réseau de sous-traitance, c'est un réseau qui implique différentes organisations, différentes parties. Au Québec, donc on a un donneur d'ordre, si vous voulez, c'est l'État, à travers le ministère de la Santé et Services sociaux, les C3S, les centres de santé et services sociaux, sont le donneur d'ordre et qui vont transférer une partie de la production des services d'assistance personnelle vers trois types de sous-traitants. Et donc, j'ai étudié les trois types de sous-traitants. Le premier, ce sont des travailleuses embauchées dans le cadre d'un programme gouvernemental qui s'appelle le chèque emploi-service, et c'est un programme qui est octroyé aux personnes usagères, personnes âgées ou personnes handicapées, qui embauchent la travailleuse. Donc, l'État n'est pas considéré comme l'employeur, mais le C3S détermine les plans de service, les tâches, et c'est le ministère qui paye les travailleuses. On a un deuxième type de sous-traitants, ce sont les entreprises d'économie sociale en aide domestique, c'est leur nom officiel. Et ce sont des organismes sans but lucratif qui ont des contrats de service en aide à domicile, en assistance personnelle, dépendant des régions du Québec. Il y a donc des contrats de service pour dispenser ces services-là. Et troisième type, dans certaines régions, ce sont les agences de location de personnel. On peut les appeler les agences de travail temporaire aussi, ou autrement, et donc des entreprises à but lucratif qui ont des contrats de service aussi dans le domaine et qui font de l'assistance personnelle. Maintenant, je vais passer aux résultats comme tels de ma recherche sur donc, les trois formes de sous-traitance, les conditions de travail des employés, donc, ces trois formes de sous-traitance. Je parle de travailleuses parce que c'est une majorité de femmes. Donc, d'abord, j'ai regardé les transformations historiques de l'organisation des services d'aide à domicile depuis la création des services publics jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, j'ai regardé comme tel les mécanismes de précarisation des emplois. D'abord au plan de la précarisation des droits du travail, en particulier des droits syndicaux. Et deuxièmement, la précarisation des conditions de travail les conséquences de la précarisation des droits du travail en partie. Donc, c'est une étude pluridisciplinaire qui intégrait droit du travail et sociologie du travail. Donc, la transformation historique de l'organisation des services d'aide à domicile au Québec, ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, à partir de la fin des années 70, le Québec est précurseur, on peut dire, dans les pays, disons, industrialisés, comme on dit à l'époque. Donc, parce que l'État crée des services publics d'aide à domicile, il les étatise. Ces services ne sont pas étatisés dans la majorité des pays. On retrouve dans les pays scandinaves des expériences, des pratiques d'étatisation des services d'aide à domicile, mais l'État prend en
charge une partie des services d'aide à domicile. Et aussi, on a un régime de syndicalisation, de négociation collective dans le secteur public, donc que j'appelle le régime de rapport collectif, qui permet aux travailleuses, qu'on appelle alors les auxiliaires familiales et sociales, de négocier collectivement leurs qualifications professionnelles, leurs conditions de travail au niveau national auprès de l'État et de contrer la traditionnelle dévalorisation de ce travail-là qui, au nom de disposer de vocation naturelle des femmes à prendre soin des autres sans contrepartie, faisant faire en sorte qu'on a traditionnellement dévalorisé ce travail. Et là, on a une négociation, un rapport de force au niveau national. Donc, ça a un effet. Ça ne tombe pas du ciel, ça a un effet sur les conditions de travail et la reconnaissance, la professionnalisation du métier. Et alors, on se retrouve aujourd'hui, quand on regarde les transformations historiques, 40 ans plus tard, alors que le Québec est présenté par les autorités politiques comme un modèle d'égalité entre les hommes et les femmes, l'organisation des services par l'État basée sur le recours à la sous-traitance va créer une précarisation des emplois et une pauvreté au travail même qui constitue un recul historique si on compare à il y a 40 ans quand on a instauré donc un régime de négociation, on a permis à ces femmes de négocier leurs qualifications professionnelles, leurs conditions de travail. Et ce sont en particulier des femmes qui sont des femmes défavorisées économiquement qui subissent cette précarisation du travail, beaucoup des femmes d'âge mûr et des femmes racisées et immigrantes. Donc, recul historique majeur. Donc, je vais aller plus en détail sur la précarisation des emplois comme tels, des femmes employées par les sous-traitants, dans la sous-traitance sous différentes formes. Donc, d'abord, la précarisation des droits du travail. Je voudrais souligner ici tout l'apport de Guylaine Vallée, ma directrice de thèse, qui m'a vraiment orientée en droit du travail. C'est une juriste éminente et c'est important de le dire parce qu'elle m'a beaucoup soutenue dans ce travail-là. Et je veux vous parler uniquement de l'application d'une loi du travail, le Code du travail. J'ai aussi étudié la loi sur les normes du travail, l'application, mais là, je vais m'en venir au Code du travail. Je sais qu'il y a des syndicalistes dans la salle qui sont intéressés particulièrement par le Code du travail. Donc, il s'applique en contexte dans le secteur privé, chez les sous-traitants, donc on n'est pas dans le régime du secteur public. Et le Code du travail régit le droit à la syndicalisation, négociation collective des conditions de travail, etc. Donc, le constat, en gros, c'est que le Code du travail, comme les autres lois du travail, comme le disent d'autres chercheurs, on ne protège pas bien les employés des sous-traitants, on les protège mal, et ne responsabilise pas les donneurs d'ordre à l'égard du travail, des risques liés au travail. Donc, la protection des employés, des sous-traitants est faible et puis les donneurs d'ordre ne sont pas responsabilisés juridiquement à l'égard du travail, donc n'ont pas de responsabilité juridique en ce qui a trait aux obligations de l'employeur. Et donc, peuvent sous-traiter, bénéficier du travail. Donc, première catégorie pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, première catégorie de sous-traitance, les travailleuses employées dans le cadre du fameux programme du chèque emploi-service. Ce serait environ 10 000 travailleuses selon les données du ministère, mais ce sont des données floues, il n'y a pas de données systématiquement répertoriées. Donc, c'est difficile de savoir, mais environ 10 000 maximum. Donc, les travailleuses ne peuvent pas se syndiquer. Elles ont le droit formellement de se syndiquer, de négocier, mais dans les faits, le droit du travail identifie l'employeur comme étant l'usager. Alors, je vous ai dit que le droit du travail n'était pas fait pour les protéger. Je pourrais aller en détail sur les questions. Mais donc, le droit identifie l'usager des services comme étant l'employeur. Donc, si la travailleuse dispense des services à 4 personnes, à 4 usagers, usagères dans la semaine, elle doit syndiquer, elle doit créer 4 syndicats et se syndiquer et négocier avec chacun des usagers ses conditions de travail et de salaire. Donc, pourtant, on regarde, quand on décortique l'organisation du travail, c'est ce que j'ai fait sur le terrain, on voit bien que c'est l'État qui paie le salaire des travailleuses, qui détermine leurs tâches, leur fin de contrat aussi. Il y a certains contrôles aussi de la qualité du travail. Donc, il y a des travailleuses que j'ai rencontrées qui m'ont dit on veut syndiquer, on veut défendre nos conditions de travail.
ça n'a pas de sens de continuer dans ces conditions-là, mais on ne peut pas. Elles ont contacté une organisation syndicale qui leur a expliqué la situation au plan juridique et elles ont été découragées de le faire. Donc, il y a cette faible protection des droits syndicaux, cette protection nulle, pratiquement, a des effets sur les conditions de travail, évidemment. J'y reviendrai, je résumerai les conditions de travail après. Dans la deuxième catégorie de sous-traitance, bon, c'est un phénomène similaire, quoiqu'il y ait des différences. Ce sont les travailleuses employées par les entreprises d'économie sociale en aide domestique. Donc, d'après les derniers chiffres que j'ai trouvés, qui datent de 2003, il y aurait 5 500 travailleuses qui font de l'aide à domicile dans ces entreprises-là au Québec, mais on ne sait pas quelle partie, quelle proportion font de l'assistance personnelle comme telle, mais ça y va, c'est croissant. Il y aurait 30% des entreprises d'économie sociale qui dispenseraient des services d'assistance personnelle au Québec. J'ai répertorié 19 entreprises d'économie sociale syndiquées, entreprises d'économie sociale en aide domestique au Québec qui sont syndiquées, donc 15 où j'ai pu identifier qu'elles faisaient de l'aide, de l'assistance personnelle, donc ce qui se fait aussi dans le secteur public. Et il y en a peut-être plus, mais ce que j'ai pu identifier avec la base de données de la Commission des relations du travail. Donc, comme dans le cas des travailleuses du chèque emploi-service, elles peuvent se syndiquer en vertu du droit du travail, et elles le font, comme on l'a vu, mais même syndiquées, il est difficile pour elles de négocier des conditions de travail adéquates parce que l'employeur, en vertu du droit du travail, leur employeur, c'est l'entreprise d'économie sociale. Donc, elles négocient, mais l'entreprise est souvent fragile économiquement. Et elles obtiennent, bon, j'ai étudié toutes les conventions collectives, et puis c'est vraiment minimal. C'est souvent à peu près à la hauteur des normes minimales du travail pour les non-syndiqués. Et quand le salaire minimum augmente, il y a des entreprises d'économie sociale qui augmentent le salaire, qui est pratiquement équivalent ou un peu plus élevé. Donc, c'est une situation où le pouvoir effectif de négociation collective est faible parce que l'interlocuteur, l'employeur juridiquement reconnu, n'est pas celui qui tire les cordons de la course en arrière, le donneur d'ordre. C'est pas l'État, le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ministères qui financent les services, les contrats de services, qui déterminent les tâches, qui déterminent les plans d'intervention, la fin des contrats de service, donc la fin de la relation d'emploi, etc. Donc, il y a une déresponsabilisation juridique du donneur d'ordre. Dans le troisième cas de sous-traitance, c'était particulier, ce sont les travailleuses employées dans des agences de location personnelle. Leur nombre est inconnu, effectivement, on n'a pas de données, c'est pas malheureusement répertorié. Donc, mais néanmoins, on constate qu'il y a une augmentation drastique des agences, du recours aux agences de location personnelle dans le secteur de l'aide à domicile. Il y a une augmentation de 84% dans la région de Montréal en 2006-2010. Donc, il y a quand même une présence importante des agences et donc leur personnel n'est pas syndiqué, sauf exception. Bon, je pourrais expliquer pourquoi, mais bon, ça va plus de soi. Il y a un roulement personnel, facilité de remplacer toute personne qui aurait des velléités de syndicalisation dans une agence, etc. Donc, mais il y a néanmoins 2 agences dans l'aide à domicile qui sont syndiquées. Je suis allée les étudier. Ce sont des cas extrêmes, comme on dit en méthodologie de recherche. Donc, je suis allée voir ce qui se passait. Mais quand même, on peut voir que la protection des droits syndicaux est très faible. Et c'est un cas extrêmement intéressant. C'est une centaine de femmes, de travailleuses, majoritairement des femmes noires d'origine immigrante, haïtiennes et africaines, qui travaillent depuis une vingtaine d'années dans 2 agences qui ont un seul client, un organisme public, depuis une vingtaine d'années, et elles sont syndiquées depuis tout ce temps-là. Et elles ont des conditions de travail très précaires. Et elles décident de changer de syndicat et de pousser leurs représentants syndicaux à aller devant le tribunal pour faire reconnaître que leur employeur ne sont pas les agences, mais bien l'organisme public qui, depuis 20 ans, recourt à leur. En France, c'est interdit. Ici, non. On appelle ça le marchandage, c'est-à-dire de recourir sur une base régulière à des agences de location personnelle. Ce n'est pas interdit ici. Mais donc, elles revendiquent, elles obtiennent devant le tribunal gain de cause. Mais néanmoins, le Code du travail protégeant mal les employés des sous-traitants, l'application de la décision du tribunal est difficile et le donneur d'ordre, l'organisme public, rompt le contrat avec les agences après une vingtaine d'années, juste avant que la décision du tribunal soit émise.
Et comme ça, réussit à s'en tirer. Les travailleuses se retrouvent dans le tribunal d'arbitrage, elles essaient de faire valoir qu'elles sont employées et elles essaient d'être intégrées en emploi dans l'organisme public, puisqu'il a créé des postes, il a coupé le contrat, il a créé à ce moment-là une centaine de postes pour donner les services dans ses murs, s'il vous plaît. Les travailleuses se font dire par l'organisme qu'elles n'ont pas les compétences pour occuper ces postes-là, alors qu'elles travaillent depuis 5, 10 ans, 20 ans à le faire pour une agence dans des conditions précaires, auprès de personnes handicapées intellectuelles qui reçoivent des services. Donc, c'est des usagers, des usagères particulièrement où il y a des situations très complexes parce que c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie et qui sont aussi handicapées intellectuelles. Donc, les travailleuses continuent de se battre, elles n'arrivent pas à se faire reconnaître. Et donc, bon, je ne peux pas aller en détail sur les aspects juridiques ou toute la procédure, mais tout ça pour dire que dans les 3 cas, dans ces 3 types de sous-traitance, on voit vraiment que il y a une grande précarisation des droits syndicaux, des droits qui ont pourtant été reconnus il y a 40 ans aux travailleuses qui dispensaient les services d'aide à domicile dans le secteur public, qui ont permis de valoriser la profession. Et donc, cette précarisation des droits syndicaux va nourrir la précarisation des conditions de travail. Il n'y a pas de levier pour négocier dans ce secteur où il y en a besoin. On a besoin en particulier de levier parce que c'est une dévalorisation historique du travail de soins, de prendre soin. Donc, au plan des conditions de travail, ce qu'on constate chez les sous-traitants, c'est un modèle de flexibilisation. On peut, grâce à cette organisation avec la sous-traitance et le contournement des lois du travail, organiser le travail dans un modèle que j'ai appelé la disponibilité permanente juste à temps, just in time, en m'inspirant de Béatrice Appé, une sociologue. Pourquoi je parle de disponibilité permanente juste à temps? Parce que ça réfère à 2 logiques. La logique du lean, du toyotisme, qui est basé sur la sous-traitance, mais aussi la modulation du temps de travail selon les besoins de la clientèle, donc le just-in-time, la gestion à flux tendu. Donc, on aligne la production sur les besoins fluctuants de la clientèle, en fonction de la demande. Et une autre logique, une deuxième logique, c'est du travail domestique. Dans la sphère familiale, où on exige une disponibilité permanente, un travail gratuit, le don de soi, le dévouement total. Ces 2 logiques sont présentes dans le type d'organisation du travail flexibilisé dans les services d'aide à domicile chez les sous-traitants. Je ne dis pas que dans le secteur public, c'est le paradis, il y a une intensification du travail, le lean aussi est appliqué. Bon. Mais moi, j'ai étudié la situation chez les sous-traitants. Et donc, on la retrouve dans d'autres secteurs, dans d'autres secteurs d'activité aussi, cette organisation basée sur la disponibilité permanente juste à temps qui permet une réduction des coûts de main-d'œuvre et une variabilité des coûts de main-d'œuvre aussi qui est reportée, qui est transférée sur le dos des employés ou des sous-traitants. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les travailleuses chez les sous-traitants sont employées sur des horaires qui sont individualisés, souvent à temps partiel, variables, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, imprévisibles, selon les besoins des personnes, si elles sont hospitalisées ou non, selon si la famille est plus impliquée, donc on a besoin de moins de services, peut-être à ce moment-là, besoin d'un gardiennage supplémentaire. Donc, les horaires débutent souvent très tôt le matin, finissent tard en soirée, mais sont fragmentés. Ce sont des périodes qui sont entrecoupées de moments soi-disant libres. Dans le fond, on n'est pas libre pour aller travailler ailleurs, pour gagner des sous, pour faire d'autres activités. On est toujours un peu sur appel. Et il y a des travailleuses qui travaillent sur des horaires plus réguliers, mais néanmoins qui sont souvent à temps partiel et insécures. Donc, les salariés sont payés selon leurs affectations. 1 heure ici, 2 heures là, 10 heures en fin de journée. C'est variable. La rémunération pour plusieurs de ces travailleuses est variable aussi. On ne peut pas prévoir ce qu'on va gagner au bout du mois, au bout de la semaine. Donc, ce sont des conditions extrêmement difficiles. On retourne vraiment en arrière quand on regarde ces conditions de travail-là. On voit vraiment ça recule.
Il y a même une partie du travail qui est carrément extériorisée de l'horaire de travail. Il y a des tâches, par exemple, que les travailleurs se retrouvent à faire parce que la personne est dans le besoin, mais qui ne sont pas prévues dans le contrat de service, dans le plan de tâches qui a été déterminé par le C3S en arrière. Mais la personne a besoin, donc elles vont faire de l'écoute, des commissions, du soutien. Elles font aussi, les déplacements ne sont pas rémunérés dans le cas des travailleuses du chèque emploi-service. Donc, les déplacements entre puis elles sont sous-rémunérées dans le cas des entreprises d'économie sociale. Donc, les travailleuses fournissent un auto, l'entretien d'auto, etc. Et voyagent donc d'un usager à l'autre chez elles. Donc, tout ça, c'est du travail qui est comme pas rémunéré carrément. Donc, ce sont les conditions de travail pour ce qui est ce que j'appelle le modèle de la disponibilité permanente juste à temps. C'est vraiment une grande disponibilité. Et il y a une fragmentation de l'horaire et il y a aussi un salaire qui est fragmenté, qui est réduit selon les horaires de travail. Et sous-payé. Donc là, je parle de déqualification des emplois parce que quand on compare avec le secteur public, les travailleuses du secteur public qui dispensent le même type de tâches, j'ai comparé le type de tâches, c'est le même type de tâches, on voit vraiment qu'il y a une déqualification du travail au plan des salaires, et je n'ai pas regardé les avantages sociaux, la différence est encore plus importante, mais les travailleuses du chèque emploi-service, par exemple, qui se retrouvent à faire du 20 heures semaine, mais à devoir être disponible sur un horaire plus long que ça, donc se retrouvent à gagner environ 37 % du salaire des travailleuses du secteur public à statut régulier. 37 % je ne compte pas les avantages sociaux. Donc, sont à peu près à 11 $ de l'heure, mais sont des horaires à temps partiel, comme je vous ai expliqué. On retrouve dans les entreprises d'économie sociale syndiquées qui font de l'assistance personnelle. Les travailleuses sont payées à environ 59 % du salaire des travailleuses du secteur privé. Les avantages sociaux toujours. Et dans une des agences dont je vous ai parlé, le salaire représentait 47 % du salaire des travailleuses du secteur privé. Donc, faute d'une protection des droits syndicaux, les travailleuses ne peuvent pas négocier leur qualification, ne peuvent pas négocier leurs conditions de travail de manière à pouvoir avoir des conditions de travail décentes parce qu'elles ne négocient pas avec l'entité qui contrôle les cordons de la bourse, c'est l'État. C'est l'État qui a transféré cette protection-là. Et je parle d'une déqualification sexuée et d'une déqualification racialisée, ou sexuée racialisée dans certains cas, parce que dans les mécanismes de précarisation, oui, il y a le droit du travail inadéquat pour ces situations de sous-traitance et le recours à la sous-traitance, mais il y a aussi les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire que l'idéologie selon laquelle les femmes sont prédisposées ou ont des qualités naturelles de prendre soin des autres et que ce travail n'a pas de valeur économique très importante, mais ça permet de miner le mécanisme. C'est l'idéologie, les préjugés qui facilitent, et je les ai retrouvés chez les acteurs sociaux, ces préjugés, qui facilitent, qui justifient, qui fait que peut-être on ferme les yeux parce que en quelque part c'est naturel, c'est normal. Et aussi, on retrouve ça chez les travailleuses racisées, pour les travailleuses racisées, c'est-à-dire cette justification, cette idée qu'il y aurait une incompétence chez les personnes racisées pour exécuter ces emplois-là. Donc, c'est une dévalorisation de ce travail. Dans le cas que j'ai étudié, les travailleuses le font depuis des années et le font très bien, mais ça allait jusqu'à ce qu'elles revendiquent des emplois des emplois qualifiés dans le secteur public et qu'elles avec une décision de tribunal en déqualification sexuée racialisée qui vient nourrir ce système, ce processus de précarisation. Donc, en conclusion, on voit donc que les mécanismes, c'est le recours à la sous-traitance qui permet de contourner un droit du travail qui est inadéquat pour des relations d'emploi qui ne sont pas conventionnelles, qui sont atypiques, disons, et la persistance des idéologies qui viennent dévaloriser le travail des femmes et des personnes racisées. Et cette précarisation risque de continuer parce qu'avec le livre blanc sur la création d'une assurance autonomie, le gouvernement annonce qu'il va transférer l'ensemble des services d'assistance personnelle vers les sous-traitants. Actuellement, c'était une partie de l'assistance personnelle qui était transférée
transférée aux sous-traitants, l'autre partie qui restait dans le secteur public. Maintenant, c'est l'ensemble, sauf de rares exceptions. Donc, l'ensemble des services d'assistance personnelle, des soins d'hygiène, des déplacements, etc., pour les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, va dispensé par les sous-traitants privés. C'est ce qu'annonce le livre. Le ministre dit que c'est pour aider les proches aidantes, les femmes, souvent ce sont des femmes, qui aident à la maison des personnes qui ont besoin de services. Mais on peut douter que les services dispensés par des travailleuses précarisées vont constituer un soutien adéquat pour d'autres femmes, les proches aidantes. Donc, si on veut, c'est comme si on déshabillait Paulina pour habiller Carole. Donc, on veut aider des femmes à la maison des proches aidantes. Alors peut-être qu'il faudrait se poser la question de la qualité des services et la qualité du travail, la qualité des conditions de travail. Donc, la plupart des syndicats impliqués dans le secteur n'ont pas cherché des stratégies innovatrices. Je veux dire, l'ensemble des syndicats, en fait, n'ont pas cherché des stratégies innovatrices pour regrouper les travailleuses employées par les sous-traitants, pour les mobiliser, pour négocier des conditions de travail avec l'État, parce que c'est l'État qui détient qui tire les cordons de la bourse et qui contrôle le travail du corps. Donc, l'ensemble des syndicats n'ont pas cherché à dépasser les obstacles juridiques. Parce que oui, on ne peut pas syndiquer formellement en vertu du code du travail, négocier et déposer des griefs. Mais néanmoins, il y a des formes d'action collective qui sont possibles et elles ont été mises en place par des associations. Il y a des formes d'action qui ont été mises en place par des associations de défense des droits des personnes handicapées. Des actions collectives pour défendre les conditions de travail en dehors du code du travail qui s'applique très difficilement, je vais l'expliquer. Donc, par exemple, dans le cadre du chèque emploi-service, les personnes handicapées qui bénéficient des services ont vu que les conditions de travail étaient tellement difficiles que il y a un roulement de personnel qui se faisait. Donc, elles ont carrément organisé une campagne et obtenu des augmentations de salaire de 30 32 pour les régions de Sherbrooke et Québec et de 14,5 pour la région de Montréal. Elles ont négocié, elles ont monté les échelons jusqu'au ministère de la Santé et des Services sociaux, au Conseil du Trésor, et les associations de personnes handicapées ont obtenu des augmentations de salaire. Donc, 5 associations locales. Mais l'action a cessé, c'était très énergivore, très difficile, mais néanmoins, ça montre qu'en dehors, et ça réfère aussi beaucoup à ce qu'on voit aux États-Unis, où le taux de syndicalisation actuellement est d'à peu près de 11 au Québec, c'est près de 40 C'est la crise aux États-Unis, mais les syndicats ont été amenés, forcés à soutenir des travailleurs précaires, travailleuses, des Walmart, des fast-food, par exemple, qui se sont mobilisés à l'automne 2012, à l'été, et de 2013, pardon. Et on est en dehors du cadre juridique traditionnel de l'action traditionnelle syndicale. Là, on est dans la sphère sociopolitique. On retourne à un syndicalisme plus axé sur l'action sociopolitique. On a retrouvé ici, peut-être le meilleur exemple, c'est, mon collègue Guy Bellemare l'a étudié, c'est dans les CPE, dans les garderies, les centres à la petite enfance, où il y a eu ce type de syndicalisme, plus de mouvement social. Donc, je ne sais pas si mon temps est terminé, là. Oui. Alors, les travailleuses des agences aussi nous ont montré qu'elles peuvent se mobiliser en dehors des sentiers battus dans les exemples que j'ai étudiés. Et donc, ça pose pour l'action syndicale, ça ouvre des pistes, c'est-à-dire d'agir au-delà des frontières d'une seule organisation. On est à l'ère des réseaux de sous-traitance, des réseaux d'organisation de production, de sortir aussi des lignes, des frontières entre secteur public et privé, parce qu'on a des réseaux publics-privés. Donc, des organisations productives qui sont mixtes. De sortir aussi de l'action traditionnelle, je viens de le dire, dans le cadre des lois du travail et d'aller plus dans la sphère sociopolitique. C'est la seule façon de se redonner un rapport de force pour interpeller le donneur d'ordre qui n'est pas encadré juridiquement, et pour éventuellement obtenir un droit du travail qui serait plus solide, qui protégerait mieux les employés des sous-traitants. Et donc, ça amène à penser de nouvelles alliances entre le mouvement syndical, les syndicats, les usagères des services, le mouvement communautaire féministe, antiraciste aussi, et donc à mettre
au cœur des mobilisations les personnes précaires aussi, qui doivent orienter, déterminer aussi les finalités de l'action collective. Je vous remercie beaucoup de votre attention.